Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Bâtir une initiative collaborative sur les bases de la pérennité, partage provenant de la ville d'Hamilton et de Terre-Neuve-et-Labrador. Je m'appelle Ruthé Ojivo et je suis la principale facilitatrice pour ce programme. Avant de commencer notre discussion, j'aimerais reconnaître que nous nous réunissons en territoire autochtone. Personnellement, je suis à Waterloo, qui était le territoire traditionnel des peuples, nations de cette région. Comme colonisateurs, nous sommes reconnaissants de l'occasion de pouvoir se rencontrer et nous remercions toutes les générations de peuples autochtones qui ont pris soin de cette terre. Nous vous encourageons à nous indiquer d'où vous nous appelez dans la boîte de clavardage. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Mike Desjardins est le gestionnaire de la durabilité, pérennité et développement. Et il y a Tom Cooper qui est le directeur de la Hamilton Roundtable for Poverty Reduction et Joshua Smith, le directeur général de Food First Newfoundland. Bienvenue à nos invités. Ce webinaire fait partie d'une série de 4 webinaires sur la pérennité et la résilience. Et nous voulons également nous assurer que les gens puissent participer. Il y a eu des webinaires le mois dernier et nous avons discuté ce que nous devons faire pour assurer une collaboration pérenne et résiliente. Nous avons parlé de financement des bailleurs de fonds et aujourd'hui, nous allons parler un peu des récits et des leçons apprises de certaines personnes. Cela étant dit, je vous cède le microphone, Mike. Merci, Ruth, et merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui pour entendre des histoires de pérennité. Avant de communiquer avec Todd et Josh, je voulais prendre quelques instants pour voir avec vous qu'est-ce que c'est la pérennité. J'aime utiliser la métaphore d'un arbre, c'est-à-dire le tronc, c'est la collaboration. On parle des gens, la structure de la collaboration. Et ensuite, les branches et les feuilles sont les projets, les activités qui sont organisées pour appuyer la collaboration. Ces projets et ainsi de suite peuvent changer, peuvent prendre de l'ampleur ou simplement disparaître. Et ensuite, il y a les racines qui peuvent nous permettre de mieux comprendre la pérennité et continuent à appuyer le tronc. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce système de Alors, nous allons parler aujourd'hui des 10 facteurs qui font quand même partie de cette approche de pérennité et de résilience. Alors, voici les facteurs liés aux personnes. Ici, on parle d'équité, d'inclusion incorporée dans la conception, des liens étroits entre les partenaires et une mobilisation de la communauté dans son ensemble. Il y a aussi les ressources. Ici, on parle des ressources nécessaires, notamment des ressources humaines et financières adéquates, la contribution des partenaires aux objectifs communs. Autres facteurs, les facteurs liés au processus, le pourquoi et le comment de la collaboration, notamment un argumentaire convaincant comme moteur du travail, une réflexion et un apprentissage continu. Et finalement, il y a aussi les facteurs liés à l'impact. Ici, on veut parler justement de l'influence de l'effort de collaboration et de raconter des récits, notamment recours aux données, aux preuves pour façonner l'approche, les suivis et le rapport concernant le progrès et l'impact et l'influence sur les changements des politiques systémiques. Dans 10, un guide pour bâtir une initiative collaborative pérenne et résiliente, vous allez voir le lien dans le clavardage. Vous allez voir les facteurs et les actions que vous pouvez faire pour bâtir la pérennité. Et dans la section 6 du guide, vous allez trouver 10 histoires inspirantes. Et nous sommes très fortunés d'avoir justement 2 de ces histoires d'une initiative collaborative sur les bases de pérennité aujourd'hui. La Hamilton Roundtable for Poverty Reduction et Food First Newfoundland. Alors, ces 2 projets vivent à apporter un changement systémique. C'était vraiment un plaisir pour moi de bien connaître leur récit et je suis très heureux que nos collègues vont nous parler justement de la façon dont la pérennité existe sur le terrain.
La première question pour Tom et pour vous, Josh, également aussi. Parlez-nous un peu justement de votre projet, Hamilton Roundtable for Poverty Reduction. Merci, Mike. Très heureux de vous voir encore une fois et merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Alors, notre projet existe depuis plus de 15 ans et voici comment le projet a vu le jour. Nous avons reconnu que la pauvreté des enfants était tout à fait inacceptable ici dans la ville de Hamilton. À l'époque, il y avait un enfant sur 4 qui, vivait dans un foyer à faible revenu et donc le conseil municipal voulait faire quelque chose. Nous avons rencontré le responsable des services sociaux à la ville et aussi une organisation communautaire et nous avons donc convoqué une table ronde de personnes, de dirigeants, de dirigeantes intéressés qui voulaient changer la dynamique, à savoir comment nous pouvions apporter un changement de politique. Nous reconnaissions qu'il y avait beaucoup de travail qui se faisait sur le terrain en aidant les gens avec leurs crises quotidiennes. Il y a notamment des banques alimentaires, les refuges pour sans-abri, ainsi de suite. Mais il y avait aussi il n'y avait pas vraiment une organisation plutôt qui examinait les facteurs, en amont de comment la pauvreté affectait les gens et c'est la raison pour laquelle ils se sont rencontrés. Nous avons commencé à travailler de différentes façons. Dans les premières années de notre collaboration, nous avons tenté d'établir des liens. Nous avons tenter aussi de comprendre les défis auxquels nous étions confrontés. Et alors que moi, je suis devenue directeur il y a environ 10 ans, nous avons examiné aussi en profondeur le militantisme social, notamment les 50 000 personnes qui, euh, qui retiraient de l'aide sociale et qui étaient très pauvres. Et aussi, nous regardions les gens de notre ville qui travaillaient tous les jours, mais qui ne gagnaient pas suffisamment de revenus pour pouvoir les sortir ou sortir leur famille de la pauvreté. Et on parle ici d'un salaire de subsistance. On jugeait aussi que c'était très essentiel d'inclure des voix des personnes qui étaient directement touchées par la pauvreté, qui vivaient dans la pauvreté. On voulait s'assurer que notre table incluait au moins 50 personnes, des personnes qui vivaient dans la pauvreté et leur vécu et leur vision nous a permis d'avoir un travail beaucoup plus élaboré, beaucoup plus étoffé. Merci, dit Mike. Oui, c'est tellement important justement de parler d'équité au début. Et parlez-nous un peu justement, Josh, de Food First NL. Une histoire un peu semblable par rapport à ce que Tom a dit et les tables rondes. Nous, ça fait environ 22 ans que notre organisation existe. Avant, on s'appelait le Food Security Network. Et ça peut vous donner une idée de la façon dont les choses se sont déroulées. Alors, on s'est rassemblés en 99-2000 et c'était des personnes qui travaillaient, surtout des nutritionnistes, c'est-à-dire des gens qui travaillaient dans le domaine de l'alimentation. Ces gens s'inquiétaient qu'il n'y avait pas suffisamment de discussions quant aux déterminants sociaux de la santé, les déterminants sociaux de l'alimentation. Donc, on voulait faire quelque chose par rapport au système d'alimentation. Mais c'est vrai que dans la plupart des communautés, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des petits projets de quartier ici ou là, mais il n'y avait pas vraiment cette possibilité d'établir les liens entre ces organisations. C'est vraiment ce qui a fait qu'on a créé Food First NL. On voulait tout d'abord établir ce réseau et on voulait essayer de trouver des solutions. Tout d'abord, nous avons fait des évaluations d'alimentation dans les communautés, c'est-à-dire on mène de la recherche au sein des communautés. De façon générale, juste avec une petite communauté, ça peut être une grande ville aussi. Nous essayons de comprendre ce que les gens qui y vivent voient comme lacune dans leur système. Nous voulions également aller de l'avant avec la mise en œuvre de projets. Ça faisait partie de ce que nous avions fait dès le départ. Et au fur et à mesure que
L'organisation a évolué. Éventuellement, notre équipe a grandi et nous avons pu faire différentes choses. Et maintenant, nous avons 4 voies stratégiques. Tout d'abord, nous faisons du militantisme, la défense des droits, et ça, c'est une partie beaucoup plus importante de notre travail depuis quelques années. J'en parlerai un peu plus tard, mais on a changé comment la collaboration a eu lieu, notamment à cause de la pandémie, la COVID, et cela a fait en sorte qu'on a pu ouvrir des portes pour jouer un rôle plus important de militantisme. Parce qu'auparavant, nos objectifs, et on était peut-être un peu moins friands de faire du militantisme. Mais enfin, on voulait créer des occasions, des gens qui travaillent dans le domaine de l'alimentation et qui pouvaient se sentir isolés parce qu'ils réalisaient un projet dans leur communauté sans savoir qu'une autre communauté faisait la même chose. Mais aussi, on a des directives, des lignes directrices, d'un projet. Parfois, pas tout le temps, c'est logique pour nous de prendre le de prendre la relève pour un projet dans la communauté et avec le temps, on voudrait que quelqu'un d'autre prenne la relève, mais nous avons un peu plus de flexibilité comme organisation établie et souvent, on peut trouver des fonds plus facilement que des petites nouvelles organisations. De cette façon, on peut essayer quelque chose et finalement, ça devient peut-être plus, partie, du paysage. Et l'autre partie de notre travail, c'est de valoriser les gens. Et aujourd'hui, plus qu'avant, nous voulons intégrer les voix des personnes qui ont vécu des situations particulières. Donc ça fait partie de notre travail, et on veut s'assurer qu'on ait les ressources nécessaires. Et finalement, ce que je dirais pour nous, c'est comme un système, comme une organisation de système alimentaire. Eh bien, vous savez que la nourriture crée des liens partout et vous savez, il y a eu ces échanges au sujet de l'alimentation et la discussion sur l'alimentation ne commence pas toujours lorsque l'on parle de pauvreté. Par le passé, cette discussion sur, la nourriture, c'était l'expérience d'aller d d'aller à l'épicerie et de voir qu'il n'y avait rien sur les étagères parce que le bateau n'était pas arrivé. Le bateau pour, apporter, les aliments finalement. Donc, parfois, on le voit encore dans notre travail, c'est-à-dire on voit notamment, il y a des gens qui travaillent dans le domaine des systèmes alimentaires, c'est-à-dire, par exemple, des gens qui travaillent notamment sur l'agriculture et des jardins de quartier et aussi, il y a des gens qui se penchent sur la question de la pauvreté et moi, j'ai été frustrée au fur des ans que ces ces 2 groupes, ne n'échangeaient pas. Donc on essaie d'établir plus de liens. Je ne veux pas dire qu'ils ont les mêmes objectifs, mais simplement de pouvoir, tenir compte des 2 points de vue de ces 2 groupes de gens. Dans notre province, à Terre-Neuve et au Labrador, peut-être par accident, nous sommes dans une période d'occasion pour changer les politiques. Nous avons eu un processus d'entente sur la santé. Nous essayons de réimaginer la santé ici et ce groupe nous a dit: «Il faut aussi réimaginer les déterminants sociaux de la santé». Donc maintenant, je crois qu'il y a vraiment une porte ouverte. On parle d'un plan de bien-être social et aussi il y a un comité qui réunit tous les partis pour, examiner divers aspects. Donc pour notre organisation, nous voyons vraiment que c'est un instant où, on doit en faire plus. Donc nous avons rarement justement cette occasion, cet alignement où on peut effectuer tant de changements et c'est ce qui guide notre travail, comment nous pensons à la collaboration. Merci, dit Mike. Oui, ce point de vue de 360 degrés de ce qui se passe, c'est tellement important de pouvoir saisir des occasions qui se présentent à vous
mais aussi de pouvoir, bâtir de la capacité au niveau local, au sein des collectivités, pour qu'ensuite vous puissiez saisir ces occasions avec vous. D'accord. Alors maintenant, nous avons un peu plus d'informations sur votre collaboration. Alors parlons maintenant de pérennité. Nous avons trouvé que c'était un point très important d'en parler, c'est-à-dire de parler ce que cela veut dire pour la collaboration. Et Tom, qu'est-ce que ça veut dire la pérennité pour vous? Et si c'est différent, comment est-ce que vous, quels sont les aspects qui touchent la collaboration? Pour nous, la pérennité se concentre beaucoup sur des adaptations en continu et le fait de pouvoir être souple lorsque l'on a besoin de l'être. Le fait aussi de pouvoir reconnaître que le milieu, l'environnement change et parfois on doit évoluer avec le temps. Je vous donne un exemple. Donc, en 2017, à Hamilton, la ville a été choisie pour un projet pilote pour un revenu de base. À l'époque, bien sûr, on s'intéressait à la sécurité de revenus pour nos membres, mais on se concentrait plutôt sur l'aide sociale et on n'avait pas vraiment beaucoup de succès pour améliorer l'aide sociale, de fait. Mais nous avons constaté que ce projet pilote sur le revenu de base était vraiment une occasion de mobiliser la communauté et plus important encore, d'améliorer le bien-être de la communauté à faible revenu. Donc, environ 1000 personnes ont été choisies de façon aléatoire à Hamilton et il n'y avait pas d'autres organisations qui pouvaient fournir de l'information, savoir ce que cela voulait dire. Donc, nous jugions que c'était important de changer nos priorités afin que l'on puisse vraiment appuyer les gens qui participaient à ce projet pilote, de travailler avec, l'équipe, pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire et comment le fait d'avoir, un revenu de base pourrait aider ou nuire les gens éventuellement. Et certains d'entre vous connaissaient peut-être cette histoire, que le projet pilote a été annulé aussi. Donc, on jugeait que c'était important pour nous de défendre les droits des participants dont les vies, sont devenues un peu, chaotique. Donc, ça nous a forcés à changer de priorité rapidement. Mais on voulait quand même beaucoup se pencher sur la sécurité de revenus. Mais voilà ce que j'en retire de cette analyse. Et Josh, vous, comment définissez-vous la pérennité? Ici, Josh, écoutez, pour moi, la pérennité, c'est plus une question d'évoluer plutôt que de faire du surplace. Le fait d'avoir le même projet sur 10 ans, ce n'est pas vraiment ma vision des choses lorsque je pense à la pérennité. Donc, pour moi, c'est plus une question de stagnation à ce moment-là. Pour nous, la pérennité vise à s'assurer que les bonnes personnes sont dans la salle lorsqu'il y a une conversation. Et ça change beaucoup. Mais ça veut dire, qu'il faut qu'il y ait la capacité de se déplacer vers les occasions et pour nous aussi, le revenu de base, est devenu une, une option de politique, qui est étudiée de façon très sérieuse. Donc j'ai pu notamment, y investir des ressources, du personnel, alors pour nous, la pérennité et la capacité de pouvoir augmenter la portée des projets. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que nos normes ici, de notre organisation pour, Terre-Neuve, sont assez élevées parce que nous avons 15 membres du personnel, et nous avons eu donc suffisamment de personnes et suffisamment de projets en marche que lorsque l'on veut avoir, une mobilisation sur un enjeu en
en particulier. De façon générale, on y arrive. Alors, les choses vont beaucoup changer, notamment pour ce qui est des personnes qui seront impliquées et les bailleurs de fonds. Mais nous, ce que l'on veut, c'est d'avoir une structure organisationnelle de façon à ce que l'on puisse le financer. Financer comme on finance tous nos projets. Mais au cœur de notre organisation, il y a des gens qui comprennent les plus grands enjeux, même si leur titre ou leur responsabilité sur papier change de temps à autre. Eh bien, pour ma part, c'est important non seulement que l'approche de collaboration demeure la même, mais qu'aussi qu'on puisse garder des gens et un historique institutionnel. Donc, le fait de pouvoir augmenter la portée, heu, ça nous a vraiment aidés. Donc, pour nous, ce n'est pas une si grande décision de dire, «Bon, voici un endroit où on pourrait faire quelque chose et nous allons investir le quart du temps d'une personne au cours des prochains mois et voyons ce que cela donne». Il y a des façons pour nous de de voir comment les choses, évolueraient donc, et ce serait différent évidemment si nous n'avions qu'1 ou 2 personnes. Ici, Mike, oui, je pense qu'il faut parler aussi des valeurs, plutôt que des occasions. Oui, il faut saisir les occasions lorsqu'elles se présentent, mais il devrait quand même, avoir, avoir au cœur de tout cela les valeurs, auxquelles, on s'adapte. Donc vous avez tout à fait raison. Si, ça fait 20 ans que vous travaillez, il faut examiner comment les choses se passent et vous avez dit justement le fait d'augmenter la portée, il faut que ça se passe à plusieurs niveaux, pas seulement au niveau local. D'accord, merci à vous 2 et maintenant parlons de certains des facteurs. Donc, quels sont certains des facteurs qui vous ont permis à votre collaboration d'être, pérenne? Donc, nous avons parlé de quelques-uns de ces facteurs. Aimeriez-vous en ajouter d'autres? Ici Tom Cooper. Alors, Josh a parlé du financement et surtout pour notre projet à Hamilton, c'était très important d'avoir un financement prévisible et stable, notamment par ce qui est de la Hamilton Community Foundation et la ville. Mais il y a aussi la clinique d'aide juridique de la ville de Hamilton qui, de fait, c'est aussi notre organisation d'infrastructure. Mais le fait de pouvoir, savoir que l'on va pouvoir continuer de travail, c'est très utile. Autre chose, c'est d'avoir un leadership alentour de la table de différentes parties de notre collectivité. Donc, il y a des universitaires, il y a des sans but lucratif, des gens d'affaires. Donc, nous avons vraiment pu, trouver votre travail. Et notamment par rapport, du côté de la politique, sur le revenu de base, sur un salaire de subsistance. Et on a parlé également du rôle du média Hamilton Spectator, mais le fait d'avoir un partenariat avec un média important, ça a été très utile pour nous. Et lorsque j'examine notre succès comme table ronde, il y avait Paul Johnson qui était notre premier directeur de la table ronde. Maintenant, il passe à autre chose, il est gestionnaire de la ville de Toronto, mais, il y a un autre collègue qui est maintenant, co-chef de direction de Tamarack, mais enfin, le fait d'avoir, un leadership alentour de la table, du point de vue du personnel, mais aussi du point de vue des administrateurs du OCA qui jouent un rôle de bénévolat. Mais vous savez, la voix des gens qui ont vécu, qui ont cette expérience, cela nous a vraiment permis de mettre la lumière sur quelle politique on devrait se pencher. Oui, c'est toute une question de gens, de personnes, dit Mike. Et si on a les bonnes personnes pour faire avancer les choses, par exemple.
Et Josh, lorsque nous avons parlé de votre histoire pour le guide, nous avions parlé de travailler avec les personnes qui sont moins vues, notamment la Chambre des commerces et d'autres. Donc, est-ce que cela vous a été utile aussi? Oui, oui, je suis dans une salle d'hôtel et je suis à veille de participer à une réunion communautaire avec des gens qui sont propriétaires de petits commerces. Alors, nous avons un projet maintenant pour travailler avec des détaillants. On s'est dit, c'est un peu fou de parler de la sécurité alimentaire et on ne parle pas des endroits où les gens vont chercher la grande partie de leurs aliments. Alors maintenant, nous voulons pouvoir mobiliser les petits détaillants. Ils sont au courant de ce qui se passe dans leur collectivité. Ils savent que les gens ont de la difficulté et veulent faire partie de la solution. Alors, je vais aller à Lethbridge. On va s'asseoir et c'est une communauté de 400 personnes et on va s'asseoir avec le détaillant et on va dire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, nous avons lancé des demandes pour ce projet et il y a des dizaines de détaillants qui nous ont répondu pour dire on veut faire partie de ce projet. Alors, ce genre de mobilisation, ça a toujours fait une partie intégrante de ce que l'on faisait, notamment pour rassembler les gens dans des ministères gouvernementaux qui pourraient ne pas faire partie de la discussion sur certaines de ces questions. Un des avantages qui nous a aidés, c'est qu'il y aura des argumentaires imbus d'émotions que nous allons pouvoir utiliser. Aujourd'hui, de façon générale, on parle de pauvreté, mais parfois c'est plus facile pour les gens de parler de pauvreté lorsque l'on l'examine par le biais de la nourriture. Moi, je suis toujours conscient qu'il y a un peu de tension, mais l'autre chose que vous aviez évoquée, Tom, et c'est un autre facteur important, c'est le fait de penser aux communications comme faisant partie de ce que nous faisons, la base, c'est au cœur de ce que nous faisons. Alors, la communication, c'est vraiment au cœur de ce que nous faisons. Et de cette façon, nous avons été très fortunés. Au fil des ans, nous avons eu toute une série de membres du personnel qui ont travaillé en communication de façon très dévouée. Et les communications, c'est un investissement important que l'on peut faire. Et ça veut dire, je pense, que notre organisation a pu changer la façon dont la province parle de ces questions. Moi, je fais beaucoup d'entrevues dans les médias et même depuis les 3 dernières années, au début au début de il y a 3 ans, il fallait que j'explique aux gens ce que l'on faisait, mais maintenant, on peut passer à autre chose. Nous l'avons constaté lorsque nous avons passé du temps, par exemple, pour en parler publiquement, mais aussi les décideurs de politique ont entendu une entrevue à la radio lorsque l'on a pu parler de nos enjeux. Et dans notre style de communication, dans notre guide de communication, ce que l'on veut, c'est de rendre des idées radicales, et bien, de les transformer comme des questions non radicales. Une des choses que l'on fait, c'est que l'on fait peut-être un peu trop attention parfois. On est peut-être un peu trop prudent. Mais je vais vous donner un exemple. Le revenu de base, ce n'est pas, ce n'est pas une question radicale, c'est une option de politique dont on pourrait tenir compte ici. Mais il n'y a pas eu beaucoup de débats, par exemple, à savoir si c'est quelque chose ou non que l'on devrait, dont on devrait tenir compte. Donc, par la collaboration, nous avons joué un rôle dans tout ça en normalisant la discussion ou, par exemple, en normalisant que le revenu, c'est une solution à l'insécurité alimentaire. Donc, Tom, comme vous l'aviez évoqué, le fait d'avoir une bonne relation avec les médias, eh bien, ça compte. Ici, Mike, oui, et aussi, c'est le fait de créer de la confiance lorsque l'on parle de pérennité. Si vous créez ces liens,
ces liens durables, à ce moment-là, vous allez pouvoir, y faire appel plus tard, que ce soit les médias ou les bailleurs de fonds. Parce que lorsque l'on parle de pérennité, la plus grande question dont on se pose, c'est comment les financer. Mais si vous avez ces relations, ces liens en place, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire sans avoir ce financement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas tous et toutes militer pour un financement sans restriction à long terme pour appuyer ces, problèmes systémiques. Alors maintenant, parlons un peu des défis. Quels sont les défis que vous avez rencontrés pour ce qui est de la pérennité? Pour ma part, dit Tom, et c'est vraiment ce qui est arrivé dans les derniers mois, que je reconnais que la pandémie, en particulier, a beaucoup changé la situation pour les personnes à faible revenu. Évidemment, tout d'abord, les personnes à faible revenu. Donc, ça a été vraiment important pour nous, pour essayer de maintenir l'intérêt lorsque il y a tellement de défis dans le monde, de problèmes dans le monde. Donc, par exemple, comment maintenir la participation et la mobilisation de nos membres de la collectivité qui vivent avec un faible revenu. Ici en Ontario, comme ailleurs au Canada, nous avons vu des augmentations importantes sur les coûts de la vie, notamment pour la nourriture, pour un hébergement, un logement abordable. Et ça peut devenir très facile pour les gens à faible revenu que les choses vont changer. Notamment, on a vu l'annulation du projet de pilote pour le revenu de base. Et il faut quand même maintenir cette idée qu'il y a de l'espoir, mais ça peut être très difficile de le faire. Et nous devons continuer à exercer des pressions pour essayer d'avoir un meilleur avenir et en utilisant des études fondées sur des données pour prouver qu'il y a des options. Et aussi, pour ce qui est de la collaboration, une collaboration comme la nôtre qui existe depuis longtemps, il faut aussi pouvoir réénergiser notre table de direction. On veut s'assurer de pouvoir faire appel à des nouvelles voix au sein de la collectivité afin qu'ils puissent participer à nos échanges, afin de pouvoir s'adapter, afin qu'on puisse s'adapter. Ici, Mike, lorsque l'on parle de ces questions intangibles dont on intangibles sont tellement importantes. C'est la raison pour laquelle Liz et moi avons décidé de séparer ces notions justement de résilience et de pérennité. Et ça change les choses. On veut encourager l la santé des gens et les gens qui participent à la collaboration. Nous parlons de collaboration comme si c'était des entités, mais ces collaborations, ce sont des gens qui se réunissent et ils doivent avoir un bon sentiment quant à leur participation. Et Josh, qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'il y a quelques points et je pense à la santé des gens. Surtout présentement, je pense au bien-être de notre équipe, pour être honnête. Il n'y a personne, je pense, qui a vraiment compris ce que les dernières années ont représenté pour ces gens. Il manque d'énergie. S'il y a une des choses qui m'empêche de dormir le soir, eh bien, ce n'est pas l'argent parce que je vais trouver, du financement, mais je m'inquiète, par rapport aux humains parce que c'est difficile et il manque, les gens manquent de résilience dans leur vie personnelle présentement et c'est une des choses qui m'inquiète le plus. Autre chose,
Et je pense qu'au niveau de la structure TOM, comme organisation, vous êtes peut-être une organisation de collaboration plus officielle, mais nous, on est plus, des gens qui sont des catalyseurs, qui rassemblons des organisations de collaboration. Donc nous, on ne veut pas avoir une réunion qui va simplement générer une liste de choses à faire, interminable pour nous. Mais nous, ce que l'on tente de faire, c'est comment peut-on élaborer un plan d'action qui nous qui permet aux gens de s'y approprier, un plan qui permettrait aux gens de se voir. Donc c'est un défi continuel pour nous. Nous avons fait du travail, plus officiel d'impact collectif au fil des ans. Nous essayons d'aider, par exemple, à avoir, un projet de planification de la nourriture ici à Saint-Jean. Mais c'est un des défis auxquels nous sommes confrontés et qui bon, nous avons parlé de la portée plutôt, mais une des choses qui nous a aidés justement, c'est que au fur et à mesure que la portée prend de l'ampleur, eh bien, la tendance peut être, par exemple, eh bien, laissons, Food First, s'en occuper. Donc, à quel moment est-ce que c'est logique pour nous de faire ce projet? Comment pouvons-nous tenir la main des gens pour les encourager à prendre la relève, d'un projet au sein de leurs propres organisations, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations qui se penchent vraiment sur, les mêmes questions qui nous interpellent. Alors, vous avez un peu parlé de la relève, tous les 2, que ça soit au niveau des partenaires, du personnel, de la direction. Qu'est-ce que vous pourriez proposer comme, planification de la relève? Ici Tom. Une des choses, qu'on a essayé lors de notre table ronde, lorsque l'on a restructuré notre table ronde, c'était environ 2011 ou 2012, c'était de communiquer avec la communauté et voir, qui voulait participer. Donc nous avions eu un appel ouvert. Avant cela, c'était des dirigeants de la communauté qui s'encourageaient les uns les autres à participer. Mais nous, on voulait ouvrir la table ronde un peu plus et je pense que ça fait en sorte qu'il y a une vision plus équitable. Mais ça nous permet aussi d'inviter des gens qui ne sont pas les suspects habituels, des gens qui veulent faire partie de l'échange et de la solution. Le fait d'ouvrir des occasions pour ceux et celles qui ont beaucoup à contribuer. Ça, c'est très important. Les voix, par exemple, des groupes vulnérables au sein de la communauté. Ça peut être très important pour la pérennité et tout en assurant justement qu'ils s'approprient de ces projets et que ce soit des projets durables. Et vous, Josh? Eh bien, lorsque c'est possible, offrir des occasions pour, permettre aux gens de travailler dans le domaine qui les passionne. Donc, par exemple, ouvrir des voies aux gens qui n'ont pas nécessairement obtenu un poste à temps plein au sein d'une organisation, mais plutôt de trouver une voie qui permettrait aux gens de participer à un projet. Nous avons fini un projet de 18 mois sur l'évaluation de l'accès à la nourriture à Saint-Jean. Un des modèles qu'on a utilisé, c'est que nous avions une équipe, d'animateurs, d'animatrices de nutrition, d'alimentation plutôt, et nous avons rémunéré ces gens, mais nous avons également pu les appuyer pour un projet de leur choix, par exemple un projet de compostage communautaire, mais ces gens faisaient
autre chose, notamment. Ils allaient chercher de l'information sur, l'évaluation de la nourriture, dans ce projet-là et dans certains cas, il s'agissait de militants, militantes communautaires, de d'autres qui avaient vécu des situations d'insécurité alimentaire, mais ce sont ces ces occasions un peu plus souples qui permettent aux gens de participer. Autre chose à laquelle je pense pour ce qui est de la relève, c'est faut aussi changer un peu les liens qu'on a. Donc, passer des liens entre les personnes et passer à des liens entre les organisations. Donc, par exemple, il y a des liens de confiance qui existent parce que ce lien de confiance, existe auprès d'un membre du personnel. Donc, comment est-ce que je peux faire une transition de cette relation de confiance à une autre personne, à une nouvelle personne au sein de mon organisation? Et ce n'est pas seulement moi. Qu'arrive-t-il, par exemple, lorsqu'il y a une relation personnelle très robuste au sein d'un membre de mon personnel et que l'on veuille transitionner cette relation vers quelqu'un d'autre? Donc, pour être honnête, j'ai encore des défis de ce côté-là et vous savez, là, à Terre-Neuve et Labrador, c'est un peu la même taille, que Hamilton. Tout le monde se connaît ici. Mais lorsque c'est possible, c'est bien de pouvoir, ajouter des nouvelles voix, des nouveaux visages. Ici Mike, écoutez, moi, je pensais beaucoup à ce dont vous avez besoin, les gens dont vous avez besoin et ensuite essayer de penser à de quoi vous avez besoin. Vous avez parlé de la collaboration au fil des ans, le fait d'être souple et de changer au fil des ans. Donc, les gens qui sont à autour de la table, que l'on parle de leaders, de partenaires ou des personnes qui ont une certaine expérience, ces personnes doivent changer aussi. Et je pense qu'il y a plusieurs façons que vous pouvez vous y prendre. Il doit y avoir une transition pour les connaissances institutionnelles pour permettre à certaines personnes, d'évoluer aussi et je pense aussi qu'il doit y avoir du mentorat avec les personnes qui ont du vécu. Si vous n'avez jamais participé à une table de collaboration, le fait simplement d'inclure quelqu'un à ces tables, ça peut être un peu intimidant. Donc, sachant à l'avance que les gens ont besoin de mentorat, on peut, justement gérer les arrivées et les sorties des personnes alentour de la table. Une des choses que nous avons fait, c'est de créer une politique pour les personnes avec une expérience vécue. Cela leur a permis de voir comment ils pouvaient participer un peu plus, facilement. Notamment, on couvrait les frais de transport, et de repas. Vous savez, souvent, nous, on est payés pour participer à ces réunions, alors, que les personnes avec une expérience vécue, souvent viennent de façon, volontaire, donc il faut reconnaître que leur temps est important également. Une des choses que nous avons commencé à faire, dit Josh, c'est lorsque on lance par exemple des demandes de projets, ben, vous savez, on enlève un certain pourcentage pour l'administration, mais on a également mis de côté un montant pour l'inclusion. Un certain pourcentage, par exemple, qui sera mis de côté pour, l'inclusion. Ça peut être, par exemple, un honoraire, ou ça pourrait être pour des services de garde. De cette façon, on a la capacité de s'assurer que les gens sont payés pour leur temps et ça a été beaucoup plus facile à faire au cours des dernières années. Les gens, sont plus ouverts à ce genre de dépenses dans notre budget. Donc, on ne peut pas donner une ventilation aux gens, mais ça a été quand même, utile pour nous de savoir qu'il y a de la souplesse, à cet égard
Et là, je le dis encore, c'est peut-être des services de garde ou ça pourrait être même une dépense aléatoire, des dépenses qui sont souvent difficiles à expliquer aux bailleurs de fonds. Ici, Mike, oui, je pense que les bailleurs de fonds commencent à comprendre ce besoin. Et comme vous aviez mentionné, on pourrait peut-être demander aux bénévoles de participer et de valoriser cette participation. Mais aussi, encore une fois, le fait d'avoir des services de garde, si ça c'est un obstacle, offrir un moyen de transport, que ce soit par exemple le transport en commun ou par un taxi, ou même offrir de la nourriture lors des réunions. De cette façon, selon l'heure de la réunion, eh bien, vous n'allez pas vous attendre à ce que des gens qui ont travaillé toute la journée arriveront avec leur propre nourriture. Je quand même vous rappeler d'ajouter des questions dans la section questions et réponses. Il nous reste qu'une question à ce stade-ci. Et quelle est la prochaine étape de votre collaboration, Josh et Tom? Qu'est-ce qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Ici, Josh. Oui, nous sommes dans le processus de lancer n- notre, notre propre comité consultatif à long terme et nous sommes en train de recruter des gens, 15 personnes de partout dans la province et les gens vont se rencontrer pour la plupart en mode virtuel. Bon, tout d'abord, il y aura une réunion à personne, mais par la suite, ce sera en mode virtuel. Et ce groupe aura l'occasion de, de, de- de se donner un titre finalement. Mais une des choses que l'on espère voir, c'est que ce groupe existera pour un certain moment et qu'on pourra quand même offrir un peu d'imputabilité pour les gens qui ont vécu. Bon, écoutez, le gouvernement provincial est encore est quelque peu meilleur aujourd'hui, meilleur qu'il y a 5 ans. Mais vous savez, une fois que la politique a été élaborée, on ne consulte plus les gens, on ne les consulte plus pour voir dans quelle mesure la politique reflète ce que vous nous aviez demandé. Donc, on est pas mal enthousiaste par rapport à ce nouveau comité et aussi, nous allons ajouter nous aurons des animateurs dans chaque région des provinces et leur responsabilité, c'est de s'assurer que les gens se parlent, notamment de pouvoir créer des liens, que quelqu'un ici s'occupe, par exemple, d'un repas pour un centre communautaire, eh bien, essayons de vous trouver des fonds ou faire des liens entre différentes organisations. Donc, c'est une présence au niveau régional. On est pas mal enthousiaste. Et Tom, quelques points sur la question de la pérennité. Nous examinons comment la table ronde pourra continuer au fil des prochaines années. Notamment, il y a eu beaucoup de pression suite à la pandémie. Il y a aussi des défis au sein de la collectivité. Nous avons donc eu Nous aurons plutôt des discussions stratégiques au fur et à mesure que l'année progresse. Nous allons avoir probablement un nouveau président, une nouvelle présidente, et nous voulons trouver les personnes au sein de la collectivité qui doivent participer à nos échanges. Sur le point de vue de la défense des droits et du point de vue de la politique, eh bien, au cours des derniers mois, nous avons travaillé avec d'excellents bénévoles communautaires. On cherche à trouver une solution pour l'énorme crise d'itinérance à Hamilton. Et ce que l'on a constaté, c'est qu'à Kitchener et Kingston et ailleurs, il y a une communauté de petites cabanes pour les gens qui sont itinérants. Ce n'est pas ce que nous avons à Hamilton présentement, mais nous voulons voir quels sont les projets exemplaires
pour permettre aux gens d'avoir un niveau de sécurité, pour améliorer leur bien-être et aussi pour, aider les gens à sortir du froid. On progresse de ce côté-là parce qu'il n'y a personne d'autre qui se penche sur cette question présentement. Donc, nous allons servir, d'organisation, d'infrastructure pour regrouper des gens qui veulent travailler dans ce domaine. Ici Mike. Alors, vous avez parlé de 2 ressources, qui pourraient être utiles. Donc, nous avons un guide et nous allons mettre le lien dans la section clavardage et c'est peut-être utile pour vous, Josh. Et Liz et moi, après avoir utilisé le guide 10, nous avons évalué un outil d'auto-évaluation sur la pérennité. C'est peut-être une bonne idée de rassembler les gens aux tables de direction pour examiner, évaluer quelle est notre pérennité, quels sont les éléments qui doivent être plus durables. Et une des choses que j'aimerais proposer, et j'aime toujours en parler lorsque l'on parle de pérennité, vous savez, ce n'est pas tout qui peut être pérenne. Nous n'en avons pas parlé ici, mais si ça ne fonctionne plus, c'est peut-être le bon moment de passer à autre chose. Je suis certain que vous avez déjà connu de tels exemples et il faut être suffisamment sage pour savoir qu'il faut arrêter d'investir dans ce domaine ou trouver des gens qui peuvent prendre la relève. Et je pense à un autre exemple à Calgary Reads. Leur programmation allait plutôt bien sur, l'analphabétisme, mais les choses ne progressaient pas vraiment. Donc, ils ont décidé de ils ont pensé à tous leurs, partenaires de pissenlit, vous savez, la partie blanche que l'on souffle. Eh bien, ça, c'est leur approche, c'est-à-dire qu'ils ont lancé ça, ils ont permis à d'autres partenaires de participer parce que cela vous permet de vous reconcentrer et de dépenser pardon, votre énergie sur vos, objectifs, de base. Y a-t-il des questions? Oui, je vois une question d'Irrité. Donc, on dit: «Quel rôle jouez-vous dans la résolution de conflits entre des partenaires de collaboration et lorsqu'il y a notamment des impacts sur le groupe?» Bon, je pourrais ajouter quelque chose à cette, question. Une des stratégies, et c'est plus une stratégie personnelle, mais parfois, on va de l'avant et on fait semblant qu'il n'y a pas de conflit. On fait, semblant que ce sont des humains, qui rationnels, qui vont pouvoir trouver une solution. Parfois, c'est trop difficile de s'insérer. Parfois, c'est notre stratégie comme organisation. On traite les gens comme si tout le monde travaillait ensemble, et parfois, même si on a, par exemple, 2 personnes dans un plus grand réseau, souvent, nous allons, rassembler ces gens dans un cercle plus grand et ils sont moins enclins à être perturbateurs. Ça ne veut pas dire que le conflit est réglé. Ils vont pouvoir, continuer à être en conflit, mais on ne s'investit pas pour essayer de résoudre toutes ces situations. Mais le fait de trouver le le bon niveau de discussion, voilà, cela a été notre approche. Et Tom, je n'ai pas beaucoup à ajouter. Dans certains cas, on peut examiner, par exemple, les priorités de politique. Bon, je vous ai parlé de ces petites cabanes. Dans notre collectivité, on se pose la question: où est-ce qu'on devrait investir? Est-ce qu'on devrait investir, en aval pour s'assurer que les gens, continuent à rester dans un logement afin qu'ils ne deviennent pas itinérants? Ou est-ce qu'on devrait se concentrer sur les gens qui sont itinérants et dont les vies sont à risque immédiat?
Je pense que le fait d'avoir ces discussions, c'est très important et ça peut finir, par, être un trouver un certain équilibre, mais je pense que le fait de garder les canaux de communication ouverts, et de vraiment, se débarrasser des silos, des cloisons. Au final, nous essayons tous et toutes de faire ce qu'il y a de mieux pour les membres de la communauté qui ont peut-être, des points de vue différents, à savoir comment on va pouvoir, réaliser nos objectifs, mais garder les canaux de communication grands ouverts. Et d'avoir des conversations, des échanges. Et vous savez, la pérennité, c'est ce que l'on connaît depuis le début. Toutes ces discussions, si on établit si on établit les fondements dès le début, ça aide beaucoup. Personnellement, je voudrais vous remercier, Tom et Josh. Merci d'avoir, partagé votre passion et avant de terminer, je vais et avant de céder le microphone à Rushdie, avez-vous d'autres, conseils par rapport à la pérennité? Allez-y, soyez parrain. Je pense que vous savez, ne vous inquiétez pas trop. Je pense que le fait de s'inquiéter, c'est un obstacle. Ruthie. Merci Mike et merci Tom et Josh. C'est vraiment génial de pouvoir entendre de tout ce que vous avez fait pour ce qui est de ce rêve. Avant de terminer, Jamie va indiquer les webinaires qui s'en viennent dans la section clavardage. Aussi, nous allons vous envoyer le rapport, les liens, les ressources dont on a parlé. Et nous allons également vous envoyer de l'information sur les 2 projets dont on a parlé aujourd'hui, Food First NL et Hamilton Roundtable for Poverty Reduction. Alors, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Tom, Josh, encore une fois, d'avoir, communiqué vos récits. Nous avons vraiment beaucoup appris et nous allons ajouter un formulaire de rétroaction. Nous aimerions vraiment savoir, que vous aviez pensé de ce webinaire et quel sujet vous aimeriez qu'on l'on explore ensemble à l'avenir. Merci tout le monde. Un excellent après-midi. Excellente journée.